On va reprendre tout de suite où on en était, en compagnie toujours de Ludovic du magazine Icaris, et on va repartir tous les deux du côté de Ica, au Pérou. On était sur la carte, mon cher Ludo, et là, tu vas nous expliquer un petit peu la zone dans laquelle on a trouvé ces fameuses pierres d'Ica. Voilà, donc Ica avec les fameuses pierres, à savoir qu'on en a trouvé à peu près 15 000, on va y revenir, mais on en trouve encore. Hein, c'est-à-dire qu'il y a encore en 2002, devant des caméras, on a un archéologue qui a creusé une montagne et qui a retrouvé des pierres sorties de la montagne. Donc voilà, c'est une histoire qui continue à exister, les pierres d'Ica. Et un peu plus loin, donc on a Nazca avec les fameuses lignes. Et au-dessus de Nazca, je ne l'ai pas mis sur la carte, mais juste à côté, on a Palpa. Et entre les deux, on a sans doute la fameuse crypte où ont été découvertes les momies tridactyles. On va commencer sur les pierres d'Ica. Le docteur Javier Cabrera d'Arquea. Donc ça, c'est le fameux collectionneur des pierres d'Ica. C'est par lui que tout arrive et tout commence. C'est un médecin de campagne dans la petite ville autour d'Ica. On est en 1966. Donc il faut savoir que c'est un collectionneur de pierres. Son père était déjà collectionneur. Et donc, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien les huaqueros, qui connaît extrêmement bien les pierres et qui aime les collectionner. En 66, il reçoit une pierre d'un ami à lui qui est photographe et il reconnaît sur cette pierre un poisson qui a disparu depuis des millions d'années. Donc, ça l'interpelle parce que un petit peu comme les dinosaures qui ont disparu, ce poisson ne devrait pas être sur cette pierre et il ne devrait même pas pouvoir être représenté. Il recontacte le huaquero qui a proposé cette pierre pour savoir un petit peu d'où elle venait et savoir son origine. Donc elle a été découverte dans le secteur d'Ica par ce huaqueros. Et il lui dit qu'il pourrait lui en trouver d'autres et lui en apporter d'autres. Et c'est comme ça que va commencer la collection des fameuses pierres d'Ica du docteur Cabrera. Donc on commence avec une pierre en 1966 et 4 ans plus tard, en 1970, le docteur Cabrera a accumulé pas loin de 10 000 pierres. Donc 10 000 pierres en 4 ans, ça fait à peu près 2500 pierres par an. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc 2500 pierres par an, c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer aussi vite. Hein. C'est certain. Au mieux, un huaqueros qui voudrait fabriquer ces pierres d'une telle qualité mettrait à peu près une journée. Donc une journée, 360 pierres par an. Et j'avais calculé pour faire 10 000 pierres, il lui faudrait à peu près 44 ans. Donc 10 fois plus, quoi. Ouais, mais c'est bien de ramener ça au temps de travail que prendrait une pierre. Alors ils sont peut-être des centaines de huaqueros à avoir fait ça, mais alors là on est dans une fraude en mode usinage. Oui, en disant qu'ils font usinage, surtout que les pierres sont d'extrêmement bonne qualité, le gravage est d'extrêmement bonne qualité, et on va voir qu'il y a une cohérence globale entre toutes ces pierres, non seulement dans la gravure, mais dans les thèmes abordés. Et puis, c'est pas quelque chose qui est gratté comme ça en quelques heures. Il faudrait toute une industrie de huaqueros qui est travaillée pendant, admettons, 15-20 ans, et puis qui, d'un seul coup, se mettrait à les vendre. Ouais, justement, on en parle de ces pierres. J'en affiche une première à l'écran. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore ces fameuses pierres d'Ica, voient de quoi il s'agit. C'est une pierre relativement dense et difficile à travailler. Oui. Là, on n'est pas sur du calcaire. Voilà, donc faudrait la travailler. D'ailleurs, il y a toute une polémique. Les gens qui pensent que c'est une fraude, on dit que c'est des huaqueros à l'ère moderne qui avaient utilisé une fraise de dentiste pour faire un petit peu les gravures. Mais bon, il y a toute une patine sur les pierres et tout un. Alors, je dis pas que c'est impossible, mais au niveau du travail, on ne sait pas trop comment ça a été fait, ni comment ça a été gravé.
mais il y a toute une cohérence entre les 10 000 pierres, et ça paraît être un travail ancien. Hein. Voilà, donc après, c'est un dossier qui est très controversé, hein, surtout par rapport aux thèmes qui sont dessinés sur les pierres. C'est pas impossible que ça soit une fraude moderne, mais c'est peu probable, et on va voir un petit peu les difficultés que ça présenterait de faire cette fraude à notre époque. Ces pierres se présentent par série. Alors, on a une série avec des animaux, une série avec des cartes, une série astrologique, une série avec des catastrophes venues du ciel et une série avec des opérations chirurgicales. À chaque fois, c'est la même façon de représenter les personnages de profil, et on va voir que dans chaque série, il y a une certaine cohérence. Par exemple, dans la série des pierres sur les opérations chirurgicales, on a parfois une dizaine de pierres qui s'enchaînent. C'est-à-dire qu'on peut avoir une opération chirurgicale en 10 étapes sur 10 pierres qui s'enchaînent. Donc là, à l'écran, on a une série sur les animaux préhistoriques. Et donc, le problème de ces artefacts, c'est qu'on voit des personnages lutter avec des dinosaures, tout simplement. Des ptérodactyles, il y a des tricératops, des iguanodons. Et en fait, on les voit dans des combats. C'est une grande majorité des pierres, pratiquement 15 à 20% des pierres qui mettent en scène des hommes combattant des dinosaures. Alors, effectivement, c'est pas cohérent. Les dinosaures, ils ont disparu il y a 60 millions d'années, mais on verra tout à l'heure qu'il est possible que sous la cordillère des Andes, il y ait des espaces, des espèces de géodes où personne n'est allé depuis des milliers d'années. Il pourrait y avoir une espèce de forme de vie, de jungle oubliée à l'intérieur de galeries où on pourrait peut-être trouver des animaux qui auraient survécu à une catastrophe. Alors ça, c'est une hypothèse, mais on verra tout à l'heure avec la grotte de Los Tayos que cette histoire, elle peut aller beaucoup plus loin. Ces pierres-là, Ludo, qui représentent des animaux préhistoriques, il y a un autre dossier d'artefacts impossibles qu'on n'a pas mis à la longue liste de ceux qu'on va voir ce soir, mais qui fait penser tout de suite, c'est les fameuses figurines d'Acambaro, où on voit, là on est dans des petites statuettes faites de pierres pétries, et on a des êtres humains, enfin des humanoïdes chevauchant des dinosaures. Effectivement, parmi les artefacts d'Amérique du Sud, la présence de dinosaures, c'est quelque chose d'assez récurrent. Et dans le cadre d'une fraude, on se demande quel est l'intérêt d'un Waqueros de présenter des dinosaures sur une pierre, parce que forcément, l'artefact n'est pas cohérent par rapport à quelque chose d'archéologiquement correct. Donc ça ne peut pas intéresser des musées, ça ne peut pas intéresser des archéologues. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec ces pierres. Elles ont été vendues pour une bouchée de pain. Il faut savoir que le docteur Cabrera achetait une livre les 15 pierres. Donc je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça représente. Une livre les 15 pierres, ça fait à peu près 30 centimes d'euros la pierre. C'est-à-dire que... c'est même pas le prix de la brique. C'est même pas le prix de la pierre. Imagine un Waquero qui travaillerait une journée entière pour faire une pierre. Pendant 44 ans, il devrait stocker 10 000 pierres, 10 à 15 000 pierres. Pendant 44 ans, trouver un endroit pour les stocker, ne jamais avoir quelqu'un qui le surprenne à graver les pierres. Et il n'était même pas sûr de les vendre. C'est-à-dire qu'il faudrait occuper toutes tes journées pendant 44 ans, te dire, dans 44 ans, je vais les vendre. Et au moment où tu les vends 30 centimes l'unité. Et encore, tu les vends par lot à une livre les 15 pierres. Si on est dans une malversation, j'ai envie de dire que le business plan a été mal calculé. En plus, il faut se rencarder sur les dinosaures. Il faut se rencarder, enfin, il faut prendre de la documentation, il faut être cohérent. C'est-à-dire, quand tu fais 10 000 pierres, il faut que la première, elle soit cohérente avec la 10 millième pour que ça s'inscrive dans une série. Qui est un tout homogène. Qui est un tout homogène au niveau de la gravure, au niveau des représentations. Et tout ça pour, au bout du compte, te dire,
mes pierres, personne n'en voudra parce qu'on va penser que c'est des fakes, quoi. Donc voilà, il y a le docteur Cabrera, lui, il a été intéressé. Lui, il a pris tout ce que le Huaquero lui emmenait et il a accumulé jusqu'à 15 000 pierres et il en reste actuellement à peu près 10 000 dans le musée d'Ica. Donc il faut savoir que le docteur Cabrera, il est mort en 2002, que sa fille a repris le musée et que ses pierres sont toujours visibles au musée d'Ica. Est-ce qu'on a une idée des auteurs de ces pierres d'Ica, en admettant qu'il ne s'agit pas d'une fraude et que ce ne sont pas des Huaqueros contemporains qui ont fait ça, à quelle civilisation renvoient ces artefacts? Le docteur Cabrera ne le signale jamais. On n'en a absolument aucune idée. C'est un très gros problème avec les pierres, parce qu'à part la patine de la pierre, à part le contexte de la découverte, on ne peut pas les dater. C'est-à-dire que ces pierres-là, elles pourraient avoir 2000 ans, comme 10 000, comme 100 000 ans. À partir du moment où elles ont été conservées dans de bonnes conditions, elles ne s'altèrent pas. Et ça ne correspond à aucune civilisation connue. C'est-à-dire que ce n'est pas des Incas, ce n'est pas des pré-Incas, c'est complètement hors contexte. C'est-à-dire qu'on ne peut attribuer ça à aucune civilisation. Ce qu'on appelle un véritable artefact impossible, le truc, on ne sait pas où le ranger, où le classer, et c'est un peu ce qui dérange aussi la science officielle et l'archéologie officielle. Exactement. Alors ce dossier, il a été repris par Eric van Daniken. Voilà, donc ça, il a quand même réussi à faire un best-seller dans les années 70 où il présentait les pierres d'Ica, mais malheureusement, après les années donc 70-72 à peu près, il a présenté ça dans un livre qui a eu beaucoup de succès, mais dans la foulée, on a complètement rejeté ces pierres. C'est-à-dire qu'on a complètement considéré que c'était une fraude. D'accord, alors là je passe sur une autre pierre, puisqu'on a vu il y a des dinosaures, là on voit une sorte de créature ailée, une chauve-souris mais avec une queue de lézard. On est dans des représentations qui sont assez inédites. Ouais. Alors on a en effet pas mal de personnages étranges, des mélanges de reptiles et d'animaux inconnus. Alors celui qu'on a à l'écran là, je serais incapable de dire ce que c'est. Effectivement, il y a une espèce de queue qui ressemble à une queue de crocodile ou je sais pas trop quoi. Mais il y a une série sur les animaux qui est assez étrange aussi. C'est qu'on y trouve des kangourous, des chameaux et par exemple des pingouins. Donc ça, c'est assez étonnant parce que des pingouins, on n'est pas censé les trouver là. Les chameaux, ils sont plutôt en Afrique, dans le désert. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit peu comme s'il y avait eu la connaissance d'animaux qui n'étaient pas censés se trouver sur le continent. On verra aussi qu'avec la grotte de Los Tallos et le père Crespi, il y a aussi les éléphants qui reviennent assez souvent. Et ça, l'éléphant, il a disparu du continent sud-américain il y a 12 000 ans. Donc, soit il y a eu des contacts avec l'Afrique et l'Asie, ou soit les pierres sont extrêmement anciennes. Voilà. Alors, en parlant de contact avec les civilisations, la prochaine pierre, il y a une série sur les cartes géographiques. Qu'est-ce que ça nous apprend sur les connaissances qu'avaient ces auteurs des pierres d'Ica, de l'environnement qui les entourait et des plaques continentales ou autres? Est-ce que là aussi il y a un anachronisme et on se dit que si on a bel et bien affaire à des pierres sculptées par une civilisation disparue, est-ce qu'il y a des choses qu'ils n'étaient pas censés connaître? Du moins, on ne leur prête pas ce type de connaissances. Oui, alors quand on est justement à Ica, en Amérique du Sud, on est quand même sur la côte, mais on est quand même sur un continent. On n'a pas des îles autour, alors que ce qu'on a l'impression de voir sur ces cartes, alors c'est toute une série de cartes, on a l'impression de voir des continents ou des îles avec des espèces de lignes commerciales qui serpentent entre les continents. Et sur chaque continent, je ne sais pas si on voit bien le détail qui est représenté sur chaque continent. On voit qu'il y a des animaux. On voit des animaux, tout à fait. On voit une girafe,
Alors là, je vois pas très bien, mais de mémoire, on voit des animaux, des espèces de petites maisons, comme si qu'il y avait des pays et des peuples qui sont sur chaque continent, avec des lignes commerciales entre chaque élément. Moi, je la trouve particulièrement troublante, cette carte, c'est-à-dire que le continent qu'on voit en plein milieu, là, pour moi, ressemble étrangement à l'Afrique. Alors en plus, on y voit une girafe, on y voit des pyramides. Ouais, Enfin, ouais, ouais. des formes triangulaires, on peut supposer qu'il Alors, s'agit de pyramides. Et sur la gauche, on dirait vraiment l'Amérique du Sud. Je trouve ça assez perturbant, et la forme pyramidale revient assez souvent. ouais. Alors ça, effectivement, la pyramide et les éléphants, on va voir que c'est quelque chose qui est complètement récurrent. On avait déjà fait les liens entre les pyramides du Mexique et les pyramides d'Égypte. Là, en fait, on a encore une confirmation que, comme si qu'il y avait des lignes commerciales entre les continents et des échanges culturels entre ces peuples. Hmm. On va passer sur la série suivante. Alors, c'est pareil, hein, les séries de cartes, il y en a plusieurs. Hein, il y a bien 10-15 disponibles. Donc là, on voit toujours ces mêmes personnages, alors toujours représentés de profil, un petit peu à l'égyptienne, avec toujours cette espèce de coiffe. Et là, on voit un personnage avec ce qui ressemble à une longue vue et qui observe une comète qui, a priori, est en train de tomber sur le continent. Et au-dessus, alors il y a un petit peu d'éclairage, on voit mal, mais il y a comme une sorte d'inondation, comme une sorte de catastrophe avec des nuages et de l'eau qui tombe. Voilà, donc ça, il y a deux particularités ici. C'est à se demander, est-ce qu'il n'y a pas eu une catastrophe avec la tombée d'une météorite, et ce personnage qui observe avec une longue vue. Alors, je ne sais pas à quelle époque on a inventé les longues vues, mais bon, c'est de l'optique, c'est pas censé se trouver là, quoi. Donc ça, c'est pareil, a priori, il y a beaucoup, ce thème-là revient très souvent, l'observation du ciel et un hypothétique cataclysme. Allez, une dernière pierre en illustration. Cette fois-ci, c'est une série qui, elle, fait référence à des actes chirurgicaux. Et là, on est quand même dans des compétences et des connaissances qui sont surprenantes quand on met ça en corrélation avec la culture qui s'offre à nous, enfin la manière qu'ils ont de graver, etc. Il y a quand même une sorte d'inadéquation entre les représentations qu'ils font sur ces pierres et les compétences qui seraient les leurs, notamment en termes de médecine. Je crois même qu'il y a une pierre qui fait référence à une trépanation. Ouais, alors ça, c'est aussi une très grosse série. C'est ce que j'appelle les pierres sur la chirurgie. Elles sont extrêmement précises. Là, on voit parfaitement le cœur. Là, donc, je pense que cette pierre-là, c'est une greffe de cœur. Mm-hmm. Et cette pierre-là fait partie d'une série de 10 pierres où on voit entièrement une opération de transplantation cardiaque s'effectuer. Donc, on voit un chirurgien qui a priori un bistouri ou des outils. On voit un donneur qui est allongé sur une table et un receveur. Tout ça est visible sur 10 pierres différentes. Et on voit sur la première pierre que le chirurgien ouvre le donneur, sort le cœur. Le donneur, visiblement, il est pas anesthésié parce qu'on voit une espèce de souffle chaud qui sort de sa bouche. Mm-hmm. Et on voit le cœur sorti donc de sa cage thoracique. Ensuite, on voit que entre les deux, entre l'opération où il retire le cœur et l'opération où il le met sur le donneur, il y a une sorte de système de perfusion qui j'imagine, entretient le flux sanguin pendant la transplantation. Et ensuite, donc, et on le voit ensuite replacer le cœur dans le donneur, refermer autour du cœur, et on voit la personne qui a priori revient à la vie avec encore ce souffle chaud qui s'échappe de sa bouche. Donc ces pierres sont d'une extrêmement précise au niveau de la gravure et extrêmement cohérente au niveau de cet ensemble de pratiques chirurgicales
Comme tu disais, il y a aussi des trépanations. La trépanation, c'est quelque chose qu'on retrouve très, très souvent dans les crânes de Paracas. Pratiquement 30 à 40% des crânes de Paracas sont trépanés. On imagine que c'était peut-être pour guérir des problèmes au cerveau, mais ces trépanations sont aussi représentées sur les pierres chirurgicales. Attention, ces pierres, elles sont, comme le thème de l'émission, c'est vraiment artefact impossible, parce que ces pierres-là, on a envie de les rejeter. Il y a un double effet, c'est le principe de ce type d'artefact. Voilà, et c'est pour ça que tout le monde à partir du moment où on a dit c'est un canular, tous les archéologues s'en désintéressent. Mais nous, ce soir, on voit à quel point elles sont intéressantes, de par leur nombre. Et qu'on ne peut pas balayer ce type de dossier d'un revers de main. Non. C'est pas aussi simple que ça, je suis assez d'accord avec toi. J'enchaîne sur la diapo suivante. On a cet homme, Basilio Uchuya, qui tient une pierre dans les mains. Qui est-il? Quel est son rôle dans ce dossier Pierre d'Ica? Alors, donc quand je disais que ça commençait en 66 par une première pierre donnée au docteur Cabrera, et donc c'est lui, Basilio, le Huaqueros, qui a apporté la première pierre au docteur Cabrera et qui a apporté les pierres suivantes. Donc ce pauvre homme y arrivait bien des bricoles à partir de 1971. Donc la collection Cabrera était faite à cette époque-là. Il a mis 4 ans pour la faire. Cabrera, il avait à peu près 15 000 pierres à cette époque-là. Et il y a des journalistes de la BBC, des Anglais, qui sont venus s'intéresser parce qu'il y a eu le fameux livre de Rick van Daniken qui est paru en 70 et donc qui a fait connaître cette affaire. Il y a des journalistes de la BBC qui ont fait le voyage jusqu'à Ica pour faire un reportage sur le docteur Cabrera. Jusque-là, c'était pas connu. Le docteur Cabrera et le Huaqueros n'avaient jamais eu de soucis. C'est-à-dire que c'était dans un petit musée d'Ica. Le docteur Cabrera faisait sa petite collection pour lui. Mais le documentaire de la BBC a mis le projecteur sur ces pierres-là. Et forcément, le pauvre Huaqueros, le pauvre Basilio, le monde entier lui est tombé dessus. C'est-à-dire qu'on l'a traité de voleur, d'escroc, on l'a accusé d'avoir fait les pierres et d'avoir vendu les pierres à Cabrera. Et donc, on lui a laissé le choix. Alors, on est venu le voir, on lui a saisi ses pierres, on l'a mis en prison, et on lui a dit, soit vous dites que c'est vous qui avez gravé les pierres, on vous rend vos pierres et on vous redonne la liberté, ou soit vous continuez à dire que vous les avez trouvées et que c'est pas vous qui les avez faites, et vous restez en prison. Donc ça c'était un choix facile à faire. Voilà. Donc Basilio, il a dit que c'était lui qui avait gravé les pierres. On lui a rendu son butin et on l'a libéré. Voilà. Mais il faut savoir que 3 ans plus tard, une fois que l'orage était passé, Basilio, il est repassé à une émission télévisée et il a dit: ce n'est pas moi qui fais les pierres. À l'époque, on m'a forcé à avouer. Et puis, de toute façon, je n'avais pas le choix. Mais il a totalement démenti qu'il était à l'origine de la gravure des pierres. D'accord. Mais dans ces cas-là, l'idée générale qui reste, ça reste que c'est lui qui a fait les pierres, quoi. Allez, dernière diapo pour cette partie sur les pierres d'Ica. C'est des images qui sont extraites d'un reportage sur Javier Cabrera. Oui, voilà. Donc là, c'était un petit peu pour présenter un peu le docteur Cabrera et puis un petit peu le musée d'Ica qui est toujours ouvert de nos jours. Hein. C'est sa fille qui le tient. Et vous avez plusieurs salles à visiter avec des étagères et ça regorge de pierres du sol au plafond. Il faut savoir qu'il y a certaines pierres qui sont extrêmement lourdes, qui ne sont pas sur des étagères parce qu'elles font 40 ou 50 kilos et on est obligé de les poser au sol. Il y a des pierres, en fait, il faut les retourner pour regarder en dessous, à droite, à gauche, elles sont gravées. Donc voilà, des grosses pierres comme ça, j'imagine qu'il y a un mois ou 2 mois de boulot, quoi.
Donc pour 30 centimes l'unité, bon, bah, faut imaginer que c'est pas rentable, quoi. Faut savoir aussi que le docteur Cabrera n'a vendu aucune pierre de sa collection. C'est-à-dire que une fois que les pierres ont été médiatisées, il aurait pu être tenté de les vendre plus cher qu'il les avait achetées, de faire de l'argent là-dessus. Il n'a jamais été vendeur de ces pierres. Donc bon, on peut déjà voir que c'est pas quelqu'un qui cherche le profit. Toutes les pierres sont à peu près de bonne qualité. Faut imaginer le travail que ça représente et la quantité de pierres à frauder pour 3 fois rien, quoi. Ouais, donc si on fait une petite synthèse sur ce dossier ICA, il y a ce que tu dis, il y a le temps de travail, il y a le prix ridiculement bas auquel ces pierres ont été vendues au docteur Cabrera. Donc, il n'y a pas de business à faire derrière, vraiment, ou alors un business pas rentable et particulièrement maladroit. Le docteur Cabrera, lui, n'a pas fait de business avec ces pierres non plus. Donc, quand il y a crime, on cherche un mobile. Oui, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien les pierres, son père faisait déjà la collection de pierres, et lui, c'est quelqu'un qui habitait là depuis 20-30 ans, qui est collectionneur, et bon, on aurait du mal à penser qu'il se serait fait avoir en achetant des pierres de Waqueros. Et ce qu'on peut dire aussi, le fait qu'on trouve encore des pierres, c'est-à-dire qu'il y a les internautes et les numéréens pourront chercher sur Google. Il y a un journaliste qui s'appelle Gigi Benitez qui en 2002 est allé sur le terrain, a creusé la montagne et il a sorti en direct devant les caméras à peu près une pierre toutes les 10 minutes, dont des gros morceaux des pierres de 8-10 kilos. Voilà. Donc, a priori, c'était pas préparé. Bon, parce qu'on pourrait dire... ils ont été enterrés des pierres dans la montagne pour revenir les chercher à la montagne. Mais là, on va très loin. Pourquoi pas? Mais on va très loin. Si c'est une fraude, c'est beaucoup de mal pour peu de bénéfices. Exactement. Et là, on le voit, donc la vidéo existe, hein, on le voit creuser la montagne et sortir des pierres après avoir creusé quelques mètres dans la montagne. Et les pierres sont parfaitement identiques à la collection Cabrera. Donc voilà, ça fait un élément de plus. Si on en retrouve, c'est que finalement, elles sont pas fabriquées à l'époque actuelle.